La pluie frappait les vitres du café. Elle traînait sa jambe gauche, ignorée par 20 clients détournant le regard. Un homme élégant s'accroupit, tendit un billet de 100. 15 minutes plus tard, 2 voitures noires encerclèrent son coin. Elle sentit lentement le monde se refermer et perdut sans défense. Une invitation, un appartement, et quelques erreurs n'ont pas de retour. La pluie frappe les vitres du café comme des balles perdues. Margot traîne sa jambe gauche déformée depuis la naissance entre les tables où les clients détournent le regard. Certains murmurent, d'autres ricanent ouvertement. Elle s'arrête devant une table où un homme en costume froissé lit son journal. « Monsieur, s'il vous plaît ?» L'homme lève les yeux. Son visage se tord de dégoût. « Dégage l'estropié, tu me coupes l'appétit. » Le café se fige. 24 ans de humiliation publique, et Margot ne trouve plus la force de répondre. Elle baisse la tête, traîne jusqu'à la sortie. Dehors, Lyon s'étend sous un ciel de plomb. Les rues brillent d'eau sale. Elle s'assoit sur le trottoir, dos contre un mur tagué, et tend sa main tremblante. Les passants l'évitent, comme une maladie contagieuse. Une femme traverse carrément la rue pour ne pas la croiser. Un groupe d'adolescents s'arrête, filme avec leur téléphone en riant. Margot ferme les yeux. Depuis la mort de sa mère, il y a 8 ans, cette ville l'a transformée en fantôme. Regarde-moi ça. Une mendiante en plein centre-ville. La voix claque comme un fouet. Margot ouvre les yeux. Un homme corpulent en tablier taché sort de sa boulangerie, les mains sur les hanches. « Tu fais fuir ma clientèle, toi. » Il s'approche, lève le pied pour la pousser. Margot se recroqueville, attend le coup, mais le pied s'arrête à quelques centimètres de son visage. Problème ? La voix est douce, presque murmurée, mais quelque chose dans ce calme fait reculer le boulanger d'un pas. Margot lève les yeux. Un homme se tient debout devant elle, immobile comme une statue. Costume noir impeccable. Chaussures italiennes qui reflètent les néons. Cheveux gris coiffés en arrière. Peut-être 50 ans, peut-être plus. Ses yeux sont vides. 2 trous noirs qui semblent aspirer la lumière. Rien, rien du tout, bredouille le boulanger. J'allais rentrer. L'homme ne dit rien. Il regarde le boulanger disparaître dans sa boutique, puis s'accroupit devant Margot. Ses yeux changent. Ils se réchauffent, deviennent presque tendres. Comment tu t'appelles ? Margot. Margot comment ? Juste Margot. Il sourit, un sourire qui ne remonte pas jusqu'aux yeux. Moi c'est Vincent. Vincent Moreau. Le nom résonne dans la tête de Margot. Tout le monde à Lyon connaît ce nom. Les journaux en parlent à mots couverts. La police le surveille, sans jamais rien prouver. Vincent Moreau possède la moitié des restaurants du centre-ville, 3 boîtes de nuit, et personne ne sait exactement d'où vient son argent. Tu as faim ? Margot hoche la tête. Vincent se relève, sort un billet de sa poche. Pas un billet de 5 ou 10 euros, un billet de 100. Va t'acheter à manger, quelque chose de bien. Margot prend le billet, les mains tremblantes. Vincent l'observe un moment, puis s'éloigne vers une Mercedes noire garée en double fil. Le moteur ronronne comme un chat satisfait. Les vitres sont teintées. Impossible de voir à l'intérieur. La voiture s'éloigne dans un silence feutré. Margot reste seule avec le billet entre ses doigts. 100 euros. Plus d'argent qu'elle n'en a vu depuis des mois. Elle regarde autour d'elle. Les passants continuent de l'éviter, mais quelque chose a changé. L'air semble plus dense, chargé d'électricité. Elle se lève, range le billet dans sa poche et boite jusqu'à l'épicerie du coin. Le propriétaire, un Tunisien d'une 50aine d'années, la connaît. Il lui donne parfois des fruits abîmés. Aujourd'hui, elle peut se permettre mieux. Du pain frais, du jambon, du fromage. L'épicier la regarde avec surprise. Margot sort le billet. L'homme l'examine à la lumière, vérifie le filigrane. « Où tu as trouvé ça ? » « Quelqu'un me l'a donné. » « Quelqu'un ?» Margot hésite. Dire le nom de Vincent Moreau, c'est entrer dans un monde dont elle ne connaît pas les règles. Un monsieur bien habillé. L'épicier lui rend sa monnaie sans poser d'autres questions. Mais ses mains tremblent légèrement. Dehors, Margot mange son sandwich sur un banc. Le pain est frais, le jambon fond dans sa bouche. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sent presque humaine. Le soir tombe sur Lyon. Les lumières s'allument une à une, transforment la ville en constellation. Margot retourne à son squat, un parking souterrain abandonné près de la gare. D'autres marginaux y dorment. Ahmed, un ancien militaire qui boit pour oublier l'Afghanistan. Simone, une femme de 60 ans qui parle toute seule. Théo, un gamin de 17 ans qui a fui sa famille. « Regarde qui revient », lance Ahmed. « Tu as l'air en forme, Margot. »
Elle partage le pain qui lui reste. Les autres la regardent avec curiosité. Margot n'a jamais été généreuse. Elle n'en a jamais eu les moyens. « Tu as gagné au loto ?» demande Théo. Quelque chose comme ça. Cette nuit-là, allongée sur son matelas troué, Margot repense aux yeux de Vincent Moreau. 2 masques dans le même regard, la glace et la flamme. Elle s'endort en se demandant si elle le reverra un jour. Elle ne sait pas encore qu'à quelques kilomètres de là, dans un bureau aux vitres blindées, Vincent Moreau regarde une photo d'elle sur son téléphone. Une photo prise par l'un de ses hommes pendant qu'elle mangeait son sandwich. Il sourit. Le même sourire qui ne remonte pas jusqu'aux yeux. 3 jours passent sans signe de Vincent Moreau. Margot retourne à sa routine de survie, mais quelque chose a changé. Les regards des passants semblent différents, plus méfiants, comme si elle portait une marque invisible. Le 4e jour, elle mendie devant la pharmacie Leclerc quand une BMW noire s'arrête le long du trottoir. Pas la Mercedes de Vincent. Celle-ci est plus agressive, plus bruyante. 2 hommes en sortent. Costume bon marché, cheveux gominés, sourire de prédateur. « Margot, c'est ça ?» L'un d'eux s'approche. Trapu, cicatrice qui traverse la joue gauche. L'autre reste près de la voiture, surveille la rue. Qui le demande? Des amis, on veut juste discuter. Margot connaît ce genre de discussion. Elle a grandi dans les quartiers nord de Lyon. Elle sait reconnaître la violence qui se cache derrière les sourires polis. Je n'ai rien fait de mal. Bien sûr que non. Monte dans la voiture. On va faire un tour. Ce n'est pas une proposition. C'est un ordre déguisé. Margot regarde autour d'elle. La rue est bondée, mais personne ne la regarde vraiment. Elle pourrait crier, se débattre. Et après, ces hommes reviendront ce soir, ou demain, ou la semaine prochaine. Elle monte à l'arrière de la BMW. L'intérieur sent le cuir neuf et la cigarette froide. Le conducteur démarre sans un mot. Il roule vers la banlieue, dépasse les zones industrielles, s'enfonce dans des rues de plus en plus vides. Où on va? Voir quelqu'un qui veut te parler. La voiture s'arrête devant un entrepôt délabré. Fenêtres cassées, graffitis sur les murs, herbes folles qui poussent dans les fissures du béton. L'endroit parfait pour faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. À l'intérieur, l'air sent l'humidité et la rouille. Quelques ampoules nues pendent du plafond. Dans le fond, près d'une table en métal, un homme attend. Costume gris, cheveux blonds, sourire de publicitaire. Il pourrait vendre des assurances ou diriger une start-up. Mais ses yeux sont ceux d'un requin. Margot, asseyez-vous. Elle s'assoit sur une chaise en plastique. Ses gardes du corps se placent derrière elle. L'homme en costume gris reste debout, les mains dans les poches. Je m'appelle Julien Rousseau. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Margot secoue la tête. Julien sourit. Tant mieux. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore trop impliqué. Parlons de Vincent Moreau. Le nom tombe comme une pierre dans l'eau. Margot sent son estomac se nouer. Je ne le connais pas vraiment. Ah non? Il vous a donné 100 € l'autre jour, pourquoi? Comment sait-il ça? Margot essaie de garder son calme, mais ses mains tremblent. Julien s'en aperçoit. Il s'approche, s'accroupit devant elle. Écoutez-moi bien, Margot. Vincent Moreau n'est pas un philanthrope. Il ne donne jamais rien sans attendre quelque chose en retour. Vous croyez qu'il vous a aidé par bonté d'âme? Je ne sais pas. Moi je sais. Vincent collectionne les blessés, les faibles, les désespérés. Il les nourrit, les protège, et petit à petit, il les transforme en armes. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à la dernière fille qu'il a sauvée? Margot ne veut pas savoir. Mais Julien continue. Elle s'appelait Émilie, 22 ans, handicapée mentale. Vincent l'a sortie de la rue, lui a offert un appartement, des vêtements, de l'affection. 6 mois plus tard, elle transportait de la drogue pour lui. Elle a été arrêtée à la frontière belge avec 2 kilos d'héroïne dans son fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Prison à vie. Vincent ne l'a jamais contactée après son arrestation. Le silence retombe sur l'entrepôt. Margot entend le vent qui siffle entre les tôles disjointes. Au loin, une sirène de police. Julien se relève, fait quelques pas. Vous savez pourquoi je vous raconte ça? Parce que Vincent va revenir. Il va vous proposer plus d'argent, un toit, peut-être même du travail. Et vous allez être tenté d'accepter parce que votre vie actuelle est un enfer. Il se retourne vers elle. Mais moi, je peux vous offrir autre chose, une vraie chance de recommencer. En échange de quoi? De Vincent Moreau. Margot comprend enfin. Cette rencontre n'est pas un hasard. Julien Rousseau ne s'intéresse pas à elle. Il veut utiliser sa proximité avec Vincent pour l'atteindre. Je ne suis qu'une mendiante. Qu'est-ce que je pourrais bien vous apporter? Plus que vous ne l'imaginez. Vincent a des ennemis.
Des gens qui aimeraient beaucoup savoir où il va, qui il rencontre, quelles sont ses habitudes. Vous pourriez être nos yeux et nos oreilles. Et si je refuse? Julien hausse les épaules. Vous êtes libre de vos choix. Mais réfléchissez bien. Vincent Moreau détruit tout ce qu'il touche. Si vous restez près de lui, vous finirez comme Émilie. Ou pire. L'un des gardes du corps s'avance. Julien lève la main pour l'arrêter. Non. Laissez-la réfléchir. Raccompagnez mademoiselle en ville. Le retour se fait en silence. La BMW la dépose devant la gare. Margot regarde la voiture disparaître dans la circulation, puis traîne jusqu'à son squat. Mais en descendant les escaliers du parking souterrain, elle s'arrête net. Vincent Moreau est là, assis sur une caisse en carton entouré de ses sans-abri habituels. Ahmed lui raconte une histoire de guerre. Simone lui montre ses trésors ramassés dans les poubelles. Théo lui demande des conseils pour trouver du travail. Vincent écoute avec attention, pose des questions, sourit au bon moment. Il pourrait être un travailleur social, un bénévole d'association caritative. Mais Margot voit maintenant ce qu'elle n'avait pas remarqué avant. La façon dont les autres le regardent. Pas avec gratitude, avec vénération. Margot, approchez-vous. Sa voix porte dans le parking souterrain. Tout le monde se tourne vers elle. Vincent se lève, s'avance à sa rencontre. Dans la lumière blafarde des néons, son visage semble sculpté dans le marbre. Vous avez passé une bonne journée? Oui? Tant mieux. Il la regarde dans les yeux. Ses pupilles sont dilatées, noires comme des puits. Margot a l'impression qu'il voit à travers elle, qu'il lit ses pensées. Demain, j'aimerais vous inviter à dîner, dans un vrai restaurant. Vous aimez la cuisine italienne? Les mots de Julien Rousseau résonnent dans sa tête. Vincent collectionne les blessés, les faibles, les désespérés. Mais la faim qui lui tord l'estomac depuis des années est plus forte que la peur. Oui, parfait. Je passerai vous chercher à 19h. Devant la fontaine Bartholdi, il se penche vers elle. Son haleine sent la menthe et quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique. Portez quelque chose de joli. J'ai fait livrer des vêtements à votre nom chez Monoprix. Ils vous attendent au service clientèle. Comment sait-il où elle fait ses courses? Margot n'a jamais parlé de Monoprix à personne. Vincent sourit, comme s'il lisait dans ses pensées. À demain, Margot. Il s'éloigne vers la sortie, suivi par deux hommes qu'elle n'avait pas remarqués. Ils étaient là tout le temps, dans l'ombre, silencieux comme des fantômes. Ahmed s'approche d'elle quand Vincent disparaît. « Tu joues avec le feu, petite. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Vincent Moreau n'est pas du genre à aider par charité. Il investit, et il attend toujours un retour sur investissement. Cette nuit-là, Margot ne trouve pas le sommeil. Elle pense à Émilie, la fille au fauteuil roulant. Elle pense à Julien Rousseau et à ses propositions ambiguës. Elle pense aux yeux de Vincent Moreau, à la façon dont il la regardait comme s'il possédait déjà. Dehors, Lyon respire dans la nuit. Quelque part dans cette ville, des décisions se prennent qui changeront sa vie pour toujours. Margot ferme les yeux et essaie d'imaginer ce que sera demain. Elle ne sait pas encore qu'à quelques kilomètres de là, Vincent Moreau termine une conversation téléphonique. Oui, je sais qu'elle a rencontré Rousseau cet après-midi. Non, ça ne change rien. Au contraire. Il raccroche et regarde par la fenêtre de son bureau. Lyon s'étend à ses pieds comme un échiquier, et Margot vient de devenir l'un de ses pions. Le lendemain soir, Margot se tient devant la fontaine Bartholdi, les mains moites dans sa robe noire toute neuve. Le tissu lui colle à la peau. Elle n'a pas porté de vraie robe depuis l'enterrement de sa mère. Les chaussures neuves lui font mal aux pieds, mais pour la première fois depuis des années, elle se sent presque normale. 19h précise. La Mercedes noire glisse le long du trottoir comme un requin dans l'eau sombre. Vincent en sort, impeccable dans son costume anthracite. Il contourne la voiture, lui ouvre la portière passager. « Vous êtes magnifique !» Margot monte sans répondre. L'intérieur sent le cuir et l'eau de Cologne. Vincent s'installe au volant, ajuste le rétroviseur. Ses gestes sont précis, calculés, comme ceux d'un chirurgien avant une opération. Où allons-nous? Chez Luigi. Vous connaissez? Tout Lyon connaît Luigi. Le restaurant le plus cher de la ville. 3 étoiles Michelin, liste d'attente de 6 mois. Margot a vu les photos dans les magazines abandonnés qu'elle ramasse parfois. La voiture traverse le centre-ville. Vincent conduit lentement, s'arrête au feu même quand ils sont orange. Il respecte le code de la route comme un citoyen modèle. Pourtant, les autres conducteurs s'écartent sur son passage, comme s'ils reconnaissaient la voiture. « Vous avez grandi à Lyon ?»« Oui, dans le 8e. »« Les cités ?» Les Minguettes. Vincent hoche la tête. Il connaît le quartier. Tout le monde connaît les Minguettes. Dealers, violence, taux de chômage record.
Le genre d'endroit d'où on ne sort jamais vraiment. Votre famille? Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Cancer. Mon père. Margot s'arrête. Comment expliquer que son père a disparu le jour où il a appris pour sa jambe? Qu'il n'a jamais supporté d'avoir une fille imparfaite? Mon père n'était pas très présent. Les hommes de cette génération avaient du mal avec la différence. Vincent dit ça sans la regarder, les yeux fixés sur la route. Mais Margot sent qu'il comprend. Qu'il sait exactement ce que « pas très présent » veut dire. Luigi's occupe tout le rez-de-chaussée d'un immeuble haussmannien. Façade de pierre blonde, marquise en fer forgé, voiturier en uniforme qui se précipite dès qu'il voit la Mercedes. Vincent glisse un billet dans sa main. Pas un pourboire. Une liasse. À l'intérieur, l'ambiance est feutrée. Lumière tamisée, nappe blanche, serveurs qui glissent entre les tables comme des danseurs. Le maître d'hôtel reconnaît Vincent de loin. Il s'avance, sourire professionnel plaqué sur son visage. « Monsieur Moreau, votre table habituelle? S'il vous plaît, Carlo. » Il traverse la salle. Margot sent les regards des autres clients. Certains reconnaissent Vincent, d'autres se contentent de murmurer entre eux en voyant sa jambe. Mais personne ne dit rien. L'autorité de Vincent plane sur le restaurant comme un bouclier invisible. La table est dans un alcôve, à l'écart des regards indiscrets. Vincent l'aide à s'asseoir, tire sa chaise, déplie sa serviette. Des gestes de gentleman qui contrastent avec ce qu'elle sait de lui. « Du champagne? Je ne bois pas d'alcool. » Très sage. « Carlo, un jus de fruits frais pour madame. Et la carte des vins pour moi. » Le serveur disparaît. Vincent étudie Margot comme un collectionneur examine une œuvre d'art rare. Ses yeux parcourent son visage, s'arrêtant sur ses mains, descendent vers sa jambe. Pas avec lubricité, avec curiosité. « Vous n'êtes jamais venu ici. Ce n'est pas une question. C'est une constatation. » Vincent sait déjà tout de sa vie. Où elle mange, où elle dort, qui elle fréquente. Peut-être même qu'elle a rencontré Julien Rousseau hier. Non, c'est un peu au-dessus de mes moyens. Vincent sourit. Le même sourire qui n'atteint jamais ses yeux. L'argent n'est qu'un outil, Margot. Comme un marteau ou un tournevis. Ce qui compte, c'est savoir s'en servir. Le champagne arrive. Vincent en commande une bouteille entière, même s'il sera le seul à en boire. Le sommelier fait tout un spectacle. Présentation de l'étiquette, ouverture cérémoniale, dégustation. Vincent joue le jeu, acquiesce, fait couler le liquide doré dans sa coupe. À votre nouvelle vie. Il lève son verre. Margot lève son jus d'orange. Le cristal teinte contre le verre. Quelle nouvelle vie? Celle qui commence ce soir. Il commande. Vincent choisit pour elle. Carpaccio de Saint-Jacques, risotto aux truffes, soufflé au chocolat. Des plats qu'elle n'a jamais goûtés, dont elle ne connaît même pas les noms. Chaque bouchée explose de saveurs nouvelles. Elle mange lentement, essaie de graver chaque instant dans sa mémoire. Vincent boit son champagne par petites gorgées. Il ne semble pas pressé, comme s'il savourait quelque chose d'autre que l'alcool. Le contrôle, le pouvoir de transformer la vie de quelqu'un d'un claquement de doigts. Parlez-moi de votre enfance. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde a des histoires, des souvenirs heureux. Margot réfléchit. Les souvenirs heureux sont rares dans sa vie. Quelques moments avec sa mère avant la maladie. Le jour où elle a appris à lire. Les soirs où sa mère lui chantait des berceuses pour couvrir les cris du voisinage. Ma mère me lisait des livres, même quand elle était fatiguée après le travail. Elle disait que les histoires nous emmènent ailleurs. Vous aimez lire? J'adorais. Avant. Avant quoi? Avant de ne plus avoir de maison. C'est difficile de lire quand on n'a pas de lumière. Vincent termine son champagne, fait signe au serveur. La bouteille est vide. Il en commande une deuxième. Et si je vous disais que vous pourriez avoir de nouveau une maison? Des livres? De la lumière? Margot pose sa fourchette. Le risotto a perdu son goût. En échange de quoi? De votre confiance. Juste ma confiance? Vincent se penche vers elle. Son regard devient intense, hypnotique. J'ai un problème, Margot. Des gens essaient de me nuire. Des menteurs, des manipulateurs qui voudraient prendre ma place. Ils répandent des rumeurs, inventent des histoires, essaient de retourner mes amis contre moi. Quel rapport avec moi? Vous êtes pure, innocente. Quand vous parlez, les gens vous croient. Ils voient votre handicap, votre vulnérabilité, et ils baissent à leur garde. Margot comprend où il veut en venir. Elle sera ses yeux et ses oreilles. Exactement ce que Julien Rousseau lui avait proposé, mais dans l'autre sens. Vous voulez que j'espionne pour vous. Je veux que vous viviez. Vraiment viviez. Et que vous me racontiez ce que vous voyez, ce que vous entendez. C'est tout.
Le serveur apporte le soufflé au chocolat. Margot le regarde refroidir sur la table. Son appétit s'est envolé. Et si je refuse? Vincent prend une cuillerée de soufflé, la porte à sa bouche. Il mâche lentement, avale, s'essuie les lèvres avec sa serviette. Vous ne refuserez pas. Ce n'est pas une menace. C'est une certitude tranquille, absolue. Vincent sait qu'elle acceptera parce qu'elle n'a pas le choix. Entre la rue et lui, entre la faim et la sécurité, entre l'invisibilité et l'existence. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Pour l'instant, rien. Profitez de votre nouvelle vie. Apprenez à me faire confiance. Le reste viendra naturellement. Il appelle le serveur, règle l'addition. Margot n'ose pas regarder le montant mais elle voit les zéros sur le ticket. Plus d'argent qu'elle n'en gagne en un an de mendicité. Dehors, la nuit lyonnaise brille de mille feux. Vincent l'aide à monter dans la Mercedes. Je vais vous montrer quelque chose. Il roule vers les quais du Rhône. La voiture s'arrête devant un immeuble moderne, tout en verre et acier. Vincent sort un trousseau de clés. 5e étage. L'ascenseur monte en silence. Les portes s'ouvrent sur un couloir éclairé au néon. Vincent s'arrête devant la porte 5B, glisse une clé dans la serrure. L'appartement est parfait. Parquet blond, canapé blanc, cuisine équipée, baie vitrée qui donne sur le fleuve. Sur la table basse, une pile de livres neufs. Des romans, des biographies, des recueils de poésie. C'est à vous. Margot avance comme dans un rêve. Elle touche les meubles, caresse les livres, regarde par la fenêtre. Lyon s'étend à ses pieds, magnifique et lointaine. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite une chance. Vincent pose les clés sur la table. Prenez votre temps pour décider. Mais souvenez-vous, dans la vie, on a le choix entre être une victime ou un acteur. Vous avez été victime assez longtemps. Il se dirige vers la porte, s'arrête sur le seuil. Au fait, il y a un téléphone dans le tiroir du bureau. Mon numéro est déjà enregistré. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. La porte se referme. Margot reste seule dans son nouvel appartement. Elle s'assoit sur le canapé, prend un livre au hasard. Les Misérables, de Victor Hugo. Elle l'ouvre à la première page, commence à lire. Dehors, Vincent Moreau remonte dans sa Mercedes. Il compose un numéro sur son téléphone. C'est fait. Elle est dans l'appartement. Oui, celui avec les micros dans toutes les pièces. Non, elle ne se doute de rien. Il raccroche et sourit. Dans l'immeuble d'en face, derrière une fenêtre éclairée, Julien Rousseau observe l'appartement de Margot avec des jumelles. Le jeu commence. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Comment pensez-vous que Margot va naviguer entre ces deux hommes dangereux? Sera-t-elle capable de garder son innocence dans ce monde de manipulation? Partagez vos intuitions dans les commentaires. 15 jours passent dans l'appartement de Vincent. Margot découvre le luxe comme une drogue douce. Drap de soie, douche chaude sans limite, réfrigérateur toujours plein. Elle lit 3 livres par semaine, regarde Lyon s'agiter depuis sa fenêtre, apprend à vivre sans regarder constamment par-dessus son épaule. Vincent appelle tous les 2 jours. Conversation courte, polie. Il demande si tout va bien, si elle a besoin de quelque chose. Jamais de questions indiscrètes. Jamais de demandes particulières. Comme s'il attendait qu'elle vienne à lui naturellement. Le téléphone sonne un mardi matin. Margot décroche, s'attend à entendre la voix de Vincent. Mais c'est une femme qui parle. Accent du Sud, voix rauque de fumeuse. Margot? C'est Sylvie. Je travaille avec Vincent. Il m'a dit que vous étiez libre pour déjeuner aujourd'hui. Margot n'a rien prévu. Elle n'a jamais rien de prévu. Oui, je suppose. Parfait. Retrouvons-nous au Café de la Paix, place Bellecour. Midi. La communication se coupe. Margot reste avec le combiné dans la main. Vincent n'a jamais mentionné de Sylvie. Mais après 2 semaines d'isolement relatif, l'idée de parler à quelqu'un d'autre que les commerçants du quartier la séduit. Place Bellecour grouille de touristes et d'employés en pause déjeuner. Margot reconnaît Sylvie immédiatement. 40 ans environ, cheveux noirs coupés au carré, tailleur rouge qui colle à ses formes généreuses. Elle fume une cigarette devant la terrasse du café, croise et décroise les jambes comme un métronome nerveux. « Margot? Venez, j'ai réservé une table à l'intérieur. » Sylvie l'embrasse sur les 2 joues, geste familier qui surprend Margot. Elle s'installe dans un coin tranquille. Sylvie commande un verre de blanc, Margot un café. « Vincent m'a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment? Il dit que vous êtes quelqu'un de bien. Dans notre milieu, c'est rare. » Sylvie dit « notre milieu ».
comme si Margot en faisait déjà partie, comme si le simple fait d'accepter l'appartement l'avait fait basculer dans un autre monde. Quel milieu exactement? Sylvie sourit. Ses dents sont tachées de nicotine. Les affaires, chérie. Vincent a beaucoup d'affaires. Restaurant, bar, investissements immobiliers. Il a besoin de gens de confiance. Et vous, vous faites quoi? Un peu de tout. Comptabilité, relations publiques, résolution de problèmes. Vincent m'a sorti de la rue il y a 10 ans. Comme vous. Margot lève les yeux. Sylvie ne ressemble pas à une ancienne SDF. Trop soignée, trop sûre d'elle. Vous étiez dans la rue? Marseille 2014. Mon mari m'avait tout pris dans le divorce. Maison, voiture, compte en banque. Je dormais dans ma Clio garée près du Vieux-Port. Vincent faisait des affaires là-bas. Il m'a vu, m'a proposé du travail. Quel genre de travail? Sylvie tire sur sa cigarette, souffle la fumée vers le plafond. Au début, des petites choses. Porter des enveloppes, transmettre des messages. Vincent aime tester les gens avant de leur confier des responsabilités importantes. Le serveur apporte leur consommation. Sylvie boit son vin d'un trait, en commande un deuxième. Et maintenant? Maintenant, je gère une partie de ses activités. J'ai un bureau dans le centre, une secrétaire, une voiture de fonction. Pas mal pour une clocharde, non? Margot commence à comprendre pourquoi elle est là. Sylvie est un exemple. La preuve que Vincent peut transformer une vie, qu'il tient ses promesses. Mais quelque chose dans ses yeux dérange Margot. Une dureté qui n'existait peut-être pas avant. Vincent m'a dit que vous pourriez avoir besoin de conseils. La transition est parfois difficile. Quelle transition? Passer de la survie à la vie normale. On garde des réflexes de pauvre longtemps. On économise, on planque, on se méfie de tout. Il faut apprendre à faire confiance. Sylvie se penche vers elle. Vincent vous aime bien, mais il déteste qu'on abuse de sa générosité. L'appartement, c'est un investissement. Il faut qu'il soit rentable. Comment? En étant utile. Vincent a des amis, des associés, des concurrents. Parfois, il a besoin de quelqu'un comme vous pour les approcher. Quelqu'un comme moi, innocente, fragile. Les gens se confient facilement aux handicapés. Ils pensent qu'on n'est pas dangereux. Margot sent son estomac se contracter. Sylvie vient de dire tout haut ce qu'elle refusait d'admettre depuis 2 semaines. Je ne suis pas une espionne. Bien sûr que non. Vous êtes juste quelqu'un qui écoute, qui observe, qui se souvient. Vincent ne vous demande pas de voler des secrets d'État. Juste de garder les yeux ouverts. Et si je refuse? Sylvie finit son 2e verre de vin. Son regard devient plus froid. Pourquoi refuseriez-vous? Vous préférez retourner sous les ponts? Le ton a changé. Plus de familiarité, plus de complicité féminine. Sylvie redevient ce qu'elle est vraiment, l'exécutrice des basses œuvres de Vincent. Écoutez, chérie, je vais être franche avec vous. Vincent a investi dans votre nouveau look, votre appartement, votre garde-robe. Il attend un retour. Vous pouvez faire ça de bon cœur en ami et tout se passera bien. Ou vous pouvez faire la difficile et les choses deviendront compliquées. Compliquées comment? Sylvie sourit. Le même sourire que Vincent. Celui qui n'atteint jamais les yeux. Vous savez, les appartements comme le vôtre, ça attire les cambrioleurs. Surtout quand ils savent que la locataire est une ancienne mendiante qui n'a pas d'amis pour la protéger. Le message est clair. Margot baisse les yeux vers sa tasse de café. Le liquide noir reflète son visage déformé. Qu'est-ce que Vincent attend de moi exactement? Pour l'instant, rien. Profitez de votre nouvelle vie. Mais dans quelques jours, il aura peut-être une petite mission pour vous. Simple, sans danger. Histoire de voir si vous savez être reconnaissante. Sylvie se lève, jette un billet sur la table. Au fait, il y a une boutique de vêtements rue de la République. La propriétaire s'appelle Madame Chen. Vincent lui a ouvert un crédit pour vous. Profitez-en, vous en aurez besoin bientôt. Elle s'éloigne, talons claquants sur le carrelage. Margot reste seule avec son café qui refroidit et ses illusions qui s'effritent. Le soir, elle appelle Vincent. Il décroche à la première sonnerie. Margot. Comment s'est passé votre déjeuner avec Sylvie? Bien, elle m'a expliqué certaines choses. Parfait, Sylvie a beaucoup d'expérience. Écoutez ses conseils. Un silence. Margot entend de la musique en arrière-plan, des voix, des rires. Vincent est en société. Vincent? Qu'est-ce que vous attendez vraiment de moi? Votre amitié, Margot, rien d'autre. Sylvie a parlé de mission. Sylvie s'emballe parfois. Ne vous inquiétez pas, tout viendra en son temps. Margot raccroche. Dehors, Lyon s'illumine. Depuis sa fenêtre, elle voit les lumières des restaurants, des théâtres, des cinémas. Une ville pleine de gens qui vivent, aiment,
rit, pleure. Une ville où elle a enfin sa place, à condition d'accepter le prix à payer. Elle repense à sa conversation avec Julien Rousseau dans l'entrepôt. Vincent collectionne les blessés, les faibles, les désespérés. Sylvie était-elle vraiment une SDF ou fait-elle partie du spectacle depuis le début? Son téléphone vibre. Un SMS de numéro inconnu. Si vous voulez connaître la vérité sur Sylvie, rendez-vous demain 18h au parking souterrain de Pardieu, niveau 2. Venez seul. J.R. Julien Rousseau, l'homme de l'entrepôt, celui qui lui avait proposé d'espionner Vincent. Margot efface le message, mais les mots restent gravés dans sa mémoire. Demain, elle devra choisir. Continuer à jouer le jeu de Vincent en fermant les yeux, ou découvrir des vérités qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. Dans son bureau aux vitres teintées, Vincent Moreau regarde l'écran de son ordinateur. Caméra de surveillance cachée dans l'appartement de Margot. Il l'a vu lire le SMS, réfléchir, effacer. Il sourit. Parfait, murmure-t-il. Elle commence à comprendre les règles du jeu. Il compose un numéro sur son téléphone sécurisé. Rousseau va essayer de la retourner demain soir. Laissez-le faire. Mais je veux savoir tout ce qu'ils se disent. Le piège se referme lentement sur Margot. Mais dans cette partie d'échecs mortels, elle ne sait pas encore si elle est le pion ou l'enjeu. Le parking souterrain de Pardieu sent l'urine et l'essence froide. Margot descend au niveau 2, sa canne claquant sur le béton humide. 18h précise. Les néons grésillent au-dessus des voitures abandonnées. L'endroit parfait pour une conversation qu'on ne veut pas entendre. Julien Rousseau l'attend près d'une BMW grise, adossée au capot, cigarette aux lèvres. Dans cette lumière blafarde, il ressemble moins à un publicitaire qu'à un prédateur fatigué. Vous êtes venu? Bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous montrez quelque chose. Il sort son téléphone, fait défiler des photos. La première montre Sylvie, mais pas la Sylvie du déjeuner. Cette femme-là porte un uniforme de police. Cheveux attachés, regard dur, un signe brillant sur la poitrine. Sylvie Marchand, 15 ans dans la police judiciaire de Marseille, spécialisée dans l'infiltration des réseaux criminels. Margot se penche vers l'écran. C'est bien la même femme, mais 10 ans plus jeune. Avant que la vie ne grave ses rides autour de ses yeux, elle n'a jamais été SDF. Jamais. Vincent l'a recrutée quand elle a été virée de la police pour corruption. Elle lui sert d'intermédiaire avec les flics qui ferment les yeux sur ses activités. Julien fait défiler d'autres photos. Sylvie en compagnie de commissaires, de juges, de politiciens locaux. Toujours dans des restaurants chers. Toujours en train de glisser des enveloppes. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que Sylvie va revenir vous voir. Elle va vous raconter d'autres mensonges, vous donner de fausses missions pour tester votre loyauté, et petit à petit vous allez devenir comme elle. Margot s'appuie contre une voiture, sa jambe lui fait mal. Depuis qu'elle vit dans l'appartement de Vincent, elle néglige ses exercices de kinésithérapie. Vous voulez que je travaille pour vous à la place? Je veux que vous restiez libre. Julien range son téléphone, écrase sa cigarette sous son talon. Margot, je ne suis pas un saint. Je dirige une organisation qui fait parfois des choses discutables. Mais Vincent Moreau détruit tout ce qu'il touche. Les femmes qu'il sauve finissent par perdre leur âme. Et Émilie, celle qui transportait de la drogue? Émilie n'existe pas. C'est une invention de Sylvie pour vous faire peur. Vincent préfère les méthodes plus subtiles. Une voiture passe au niveau supérieur. Moteur qui ronronne, phare qui balaye les murs. Margot pense aux caméras cachées dans son appartement. Vincent sait-il qu'elle est ici? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Rien pour l'instant. Continuez votre vie avec Vincent, mais gardez les yeux ouverts. Et quand vous découvrirez qui il est vraiment, appelez-moi. Julien lui tend une carte de visite. Papier épais, lettrage doré. Julien Rousseau, consultant en sécurité. Numéro de téléphone. Rien d'autre. Comment je saurai quand l'appeler? Vous saurez. Il remonte dans sa BMW, démarre sans bruit. Margot reste seule dans le parking. Autour d'elle, les voitures dorment comme des bêtes fatiguées. Elle range la carte dans sa poche et remonte vers la surface. Dehors, Lyon brille sous un ciel d'encre. Margot prend le métro, rentre chez elle. Son appartement l'attend, chaleureux et piégé. Elle prépare un thé, s'installe devant la fenêtre. En bas, le Rhône coule vers la mer, emportant les secrets de la ville. Son téléphone sonne. Vincent. Bonsoir Margot. Comment allez-vous? Bien. J'ai passé l'après-midi à lire. Quel livre? Les liaisons dangereuses. Un silence. Vincent rit doucement. Excellent choix.
Laclos était un maître dans l'art de montrer comment les gens se manipulent par plaisir. Vous pensez que c'est vrai? Que tout le monde manipule tout le monde? Je pense que nous sommes tous des acteurs, Margot. La seule question, c'est de savoir si nous jouons notre propre rôle ou celui que d'autres ont écrit pour nous. Margot ferme les yeux. Dans sa poche, la carte de Julien Rousseau brûle comme un charbon. Vincent, vous pouvez me dire la vérité sur Sylvie? Nouveau silence. Plus long. Quand Vincent reprend la parole, sa voix a changé. Plus froide, plus précise. Sylvie vous a menti sur son passé. Elle n'a jamais été SDF. C'est une ancienne policière que j'emploie pour certaines négociations délicates. Margot ouvre les yeux. Vincent vient d'avouer ce que Julien lui avait révélé. Pourquoi elle m'a menti? Parce que je lui ai demandé. Je voulais voir comment vous réagiriez à une histoire de rédemption. Si vous étiez assez naïf pour y croire. Et alors? Vous l'êtes. C'est parfait. La brutalité de l'aveu coupe le souffle de Margot. Vincent ne prend même plus la peine de mentir. Comme s'il était sûr qu'elle ne peut plus s'échapper. Demain soir, j'organise une petite réception. Quelques amis, quelques associés. J'aimerais que vous m'accompagniez. En tant que quoi? En tant que ma protégée. Celle qui me doit tout. Margot entend des voix en arrière-plan. Vincent n'est pas seul. Il a cette conversation devant témoins, histoire de marquer son territoire. Et si je refuse? Vous ne refuserez pas. Parce que vous commencez à comprendre les règles du jeu. Quelles règles? Il n'y a que 2 catégories de personnes dans ce monde. Margot. Ceux qui mangent et ceux qui sont mangés. Vous avez goûté à la première catégorie. Vous voulez vraiment retourner dans la seconde? La communication se coupe. Margot reste avec le téléphone dans la main, le regard perdu sur Lyon qui scintille. Quelque part dans cette ville, Vincent Moreau sourit en pensant à sa prochaine acquisition. Quelque part d'autre, Julien Rousseau attend qu'elle prenne sa décision. Elle va dans sa chambre, s'allonge sur le lit au drap de soie. Sur la table de nuit, les liaisons dangereuses, attend qu'elle termine sa lecture. Margot l'ouvre au hasard, tombe sur une phrase de Valmont. On n'est jamais si bien trahi que par ses amis. Le lendemain soir, elle met la robe noire que Vincent lui a fait livrer. Soie italienne, coupe parfaite, prix indécent. Dans le miroir, elle ne reconnaît pas la mendiante d'il y a un mois. Cette femme-là a l'air presque normale, presque respectable. Vincent vient la chercher à 20h. Il porte un smoking, une montre qui vaut plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Dans la Mercedes, il lui explique les règles. Ce soir, vous êtes mon invité d'honneur. Les gens vont vous poser des questions sur votre passé, votre présent, vos projets. Répondez avec sincérité, mais pas avec naïveté. Vous comprenez la différence? Pas vraiment. Sincérité, dire ce que vous ressentez. Naïveté, dire tout ce que vous savez. La réception se déroule dans une villa des collines lyonnaises. Façade du XVIIIe siècle, parc à la française, vue panoramique sur la ville. À l'intérieur, une centaine d'invités évoluent entre champagne et petits fours. Politiciens, chefs d'entreprise, avocats, quelques visages qu'elle a vus dans les journaux. Vincent la présente comme son amie Margot. Certains sourient poliment. D'autres la jaugent comme un objet rare. Une femme en Chanel lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Je lis beaucoup. Comme c'est charmant. Et vous vivez de vos lectures? En quelque sorte. Vincent passe près d'elle, lui effleure l'épaule. Signal convenu. Elle s'excuse, le rejoint près d'une fenêtre qui donne sur Lyon. Vous vous débrouillez bien. Je dis la vérité. C'est exactement ce qu'il faut faire. Un homme s'approche. Petit, chauve, costume gris anthracite. Vincent le présente comme Maître Dubois, notre avocat. L'homme serre la main de Margot avec un sourire commercial. Vincent m'a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous avez vécu des moments difficiles? Quelques-uns. Et maintenant, grâce à Vincent, votre situation s'améliore? Margot comprend le piège. Si elle dit oui, elle devient officiellement redevable. Si elle dit non, elle insulte son hôte devant témoin. Vincent m'aide à retrouver ma dignité. L'avocat hoche la tête, satisfait. Il note mentalement la phrase. Margot vient de signer quelque chose sans le savoir. La soirée se termine vers minuit. Dans la Mercedes qui la ramène, Vincent semble satisfait. Vous avez fait bonne impression. Tant mieux. Surtout sur Maître Dubois. Il aime les histoires de rédemption. Ça humanise mes affaires. Margot regarde défiler les lumières de Lyon. Dans sa poche, la carte de Julien Rousseau attend toujours. Elle pense à la phrase de Laclos. On n'est jamais si bien trahi que par ses amis. Vincent l'accompagne jusqu'à sa porte. Sur le palier, il s'arrête. Margot, vous savez que je vous surveille, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne me faites pas confiance.
Non, parce que je vous protège, de vous-même surtout. Il l'embrasse sur les 2 joues, geste paternel qui sent l'eau de Cologne et le danger. Bonne nuit. Demain, Sylvie vous appellera. Elle a une petite mission pour vous. Rien de compliqué. La porte se referme. Margot reste seule avec ses certitudes qui s'effritent. Dans quelques heures, elle devra choisir définitivement son camp. Mais dans cette guerre entre Vincent et Julien, peut-être qu'il n'y a pas de bon côté. Peut-être qu'il n'y a que des prédateurs qui se disputent leur proie. Elle va dans sa chambre, s'allonge tout habillée sur son lit de soie. Dehors, Lyon respire dans la nuit. Quelque part dans cette ville, des décisions se prennent qui détermineront le reste de sa vie. Le téléphone vibre. SMS de Sylvie. Demain 14h, café de la paix. Mission simple, tu vas aimer. Margot éteint son téléphone et ferme les yeux. Dans ses rêves, elle retourne sous les ponts de Lyon. Mais cette fois, elle n'a plus peur. Elle a appris à jouer. Le jeu commence vraiment demain. Cette histoire vous a touché? Si ces personnages complexes et cette atmosphère tendue vous ont captivé, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits où les frontières entre le bien et le mal s'estompent. Que pensez-vous de Margot? A-t-elle encore une chance de s'en sortir ou est-elle déjà tombée trop profondément dans le piège de Vincent? Et vous, à sa place, auriez-vous fait les mêmes choix? Vos réflexions enrichissent ces histoires autant que les mots qui les composent.